Bon, si on devait compter le nombre de fous qui ont existé siècle par siècle, ça nous prendrait plus d'une année-lumière. Bon, une année-lumière c'est pas vraiment une unité de temps, mais bref, vous m'avez compris. Par contre, si on peut pas déterminer le nombre total de personnes complètement tarées sur un siècle, je pense qu'on peut au moins trouver le plus fou d'entre eux, le plus sanguinaire, ou alors celui qui a eu le plus grand impact historique. Et oui, des tyrans on en connaît plein dans tous les siècles, et ce que je vous propose ici c'est de déterminer le pire d'entre eux, et ce pour chaque siècle. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur 3 siècles, le 21e, 20e et 19e, mais si le concept vous plaît, on pourrait descendre encore plus bas, et descendre au 18e, 17e, voire jusqu'au siècle 1er, voire même encore avant. Bref, n'hésitez pas à me le faire savoir, et sur ce, que diriez-vous de commencer directement avec notre siècle actuel? Ah, et n'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est important. Bon, le 21e siècle n'a commencé que depuis 25 ans, et pourtant on ne manque pas de dirigeants assez critiquables. On a Kim Jong-un en Corée du Nord, Vladimir Poutine en Russie ou encore Xi Jinping en Chine, avec les camps de rééducation pour les Ouïghours. Mais bon, s'il y en a un que je devais citer en premier, ce serait presque sans hésiter Bachar el-Assad, qui a été président de la République syrienne depuis 2000. Il est dans ce qui se fait de pire en termes de dirigeants aujourd'hui. La Syrie était depuis 1971 totalement dominée par la dictature régie par la famille el-Assad. Hafez el-Assad, donc le père de Bachar el-Assad, a instauré un régime présidentiel autoritaire basé sur un seul parti, donc le parti Baas, supprimant ainsi toute opposition. En 2000, son fils prend le pouvoir et accentue le caractère autoritaire du régime. Comme tout dictateur à peu près normal, il avait une police secrète qui poursuivait et éliminait les opposants, avait mis en place un niveau de corruption très élevé dans le pays qui permettait à sa famille et à sa minorité religieuse, les Alaouites, de dominer l'ensemble des institutions. Mais ce qui place Bachar el-Assad au-dessus des autres dictateur de son temps, ce sont tous les crimes qu'il a perpétrés à partir de 2011. Et oui, vous le savez, 2011 c'est l'année des printemps arabes, une série de soulèvements populaires qui ont eu lieu dans plusieurs pays arabes, déclenchant des révolutions, des guerres civiles ou des répressions brutales selon le pays. Et la Syrie n'a pas du tout échappé à la règle. Fin 2010, la population syrienne, finissant par être lassée de l'état de la Syrie actuelle, va exiger des changements, notamment la fin de la corruption et plus de liberté politique. En gros, peut-être pouvoir changer un petit peu de dirigeant quoi. Et là, comme tout dictateur qui se respecte un minimum, on règle ça à grands coups de répression. Et Bachar el-Assad est l'un des pires à ce niveau-là. Le mec ne recule devant rien pour faire taire les manifestants. Tir à balles réelles, arrestations massives, torture. D'ailleurs, à propos de ça, je vous invite à aller regarder l'histoire d'Atef Najib, qui était un officier syrien proche de el-Assad. On va pas détailler ça ici, vous comprendrez pourquoi. Et c'est pas fini, car il utilise également des armes chimiques. Oui, des armes chimiques contre sa propre population, notamment du gaz sarin, qui est une substance 500 fois plus toxique que le cyanure. Et oui, vous l'aurez compris, pour Bachar el-Assad, se maintenir au pouvoir, c'était plus important que n'importe quoi d'autre. Massacrer sa propre population était le cadet de ses soucis, tant qu'il pouvait se maintenir. Bref, toutes ces répressions déclenchent une guerre civile, qui oppose donc le régime syrien d'el-Assad à des rebelles qui voulaient le dégager. Et c'était un bordel total, car en parallèle des rebelles qui voulaient donc dégager el-Assad, il y avait aussi l'État islamique, qui s'était infiltré dans le pays pour en prendre le contrôle. Malgré tout ça, il réussit à se maintenir au pouvoir, notamment grâce à l'aide de la Russie et du Hezbollah. Mais en décembre 2024, son régime finit par tomber suite à la prise de la capitale, donc Damas, par les rebelles. Cependant, il réussit à se barrer avant d'être capturé. Il s'est réfugié en Russie et n'est, en tout cas pour l'instant, pas du tout inquiété pour quelques crimes qu'il aurait commis, malgré tous les mandats d'arrêt dressés contre lui. Ah, le 20e siècle. Sûrement le siècle avec le plus de folie en termes de dictateurs. On a Mao Zedong, dirigeant de la République populaire de Chine pendant près de 22 ans, qui rassemble un total de 60 millions de morts, et ce rien que sous sa présidence. Ou encore Staline, estimé à 20 millions de morts, avec des politiques absolument terribles ayant causé des tragédies sans précédent, comme la famine en Ukraine. C'est aussi le siècle des génocides, avec le génocide perpétré au Cambodge par les Khmers rouges, dirigé par Pol Pot, le génocide arménien perpétré par l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale, celui des peuples de Namibie par l'Empire allemand, ou encore le massacre des Kurdes en Irak par Saddam Hussein dans les années 80. Mais bon, s'il y en a bien un qui se démarque encore plus des autres, c'est bien Adolf Hitler. Et oui, ce n'est même pas parce que c'est facile de taper sur Hitler, c'est juste factuel. Il coche absolument toutes les cases pour être considéré comme l'un, si ce n'est le pire dictateur du XXe siècle, que ça soit en raison d'un cumul extrême de violence, et aussi et surtout d'une idéologie haineuse ayant eu des conséquences globales et historiques quasiment indétrônables. Premièrement, c'est le principal instigateur de la guerre la plus meurtrière de toute l'histoire de l'humanité. Et oui, vous l'avez, la Seconde Guerre mondiale.
réunit 60 à 70 millions de morts, avec des crimes toujours plus nombreux, crimes d'agression, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et c'est pas fini. La Seconde Guerre mondiale n'est pas connue que pour son nombre de morts astronomiques, mais aussi et surtout pour ceux qui la composent, la Shoah. Et oui, Hitler est aussi responsable du plus grand génocide de l'histoire, qui est d'ailleurs le seul qui ait été entièrement planifié, avec une intention explicite, c'est-à-dire l'anéantissement complet d'un peuple, en l'occurrence ici le peuple juif, avec la création de camps de la mort tels qu'Auschwitz, Treblinka, Sobibor, pour n'en citer que quelques-uns. Et même si on revient sur le plan interne, par rapport à sa politique en Allemagne, c'est pas beau à voir non plus. Il gouverne à partir de 1933, et bon, on va pas refaire l'historique de l'Allemagne nazie à partir de cette année, mais pour résumer, on a une suppression des libertés individuelles, une répression absolue de tout opposant politique avec la création de la Gestapo, la création dès 1933 de camps de concentration tels que celui de Dachau, une doctrine politique et sociale basée sur la hiérarchie raciale, l'antisémitisme, l'antislavisme, le culte du chef, le rejet de la démocratie, qui justifie ensuite l'extermination des juifs, des roms, des handicapés, des homosexuels, des slaves et des autres minorités. Bref, en comptant également l'utilisation massive de la propagande pour manipuler les masses, Hitler est sans aucun doute le dictateur avec le plus grand impact historique du XXe siècle, pour ne pas dire le pire. Bon, le 19e siècle. Déjà que le 20e siècle, c'est pas forcément le meilleur, niveau droit de l'homme, etc. Faut pas s'attendre à ce que ça soit mieux un siècle avant. Le 19e, c'est surtout le siècle de la colonisation, qui débute notamment en 1830 lorsque la France envahit l'Algérie. Et sur l'échelle européenne, les choses commencent réellement à se mettre en place à partir de 1885. C'est durant cette année qu'a lieu la conférence de Berlin. Les puissances européennes se concertent sur le partage de l'Afrique. Certains pays se voient donc attribuer une partie du continent, et parmi eux, on a la Belgique, dirigée à ce moment par le roi Léopold II, qui se voit attribuer à titre personnel ce qu'on appelle l'État indépendant du Congo. Donc le mec a désormais le Congo à lui tout seul, et je pense que les Congolais s'en seraient bien passés. Bon, par où commencer? Déjà, Léopold II, il avait pour objectif de faire du Congo une sorte d'entreprise privée, avec pour but principal d'exploiter le caoutchouc, l'ivoire et d'autres ressources. Donc jusque-là, ça va, mais le souci, c'est plutôt dans les méthodes utilisées pour parvenir à cet objectif. Bon, pour faire simple, les populations congolaises sont forcées à collecter du caoutchouc en énorme quantité, et si c'est pas fait correctement, on les fouette, on les prend en otage ou alors on les mutile. Et oui, ce qui a rendu le règne de Léopold II tristement célèbre, ce sont ces fameuses photographies, où on peut y résumer la politique sanguinaire du roi en Afrique. On y voit des Congolais avec des mains ou des pieds manquants, voire les deux parfois. Tout ça, c'est l'œuvre de la force publique, qui est le nom qu'on donne à l'armée coloniale du roi belge, qui persécutait et pillait sans aucun remords les villages de Congolais qui ne réussissaient pas à réunir les quotas de caoutchouc à récupérer. Léopold II a créé, dans l'État indépendant du Congo, un système de travail forcé extrêmement violent. Bon, c'était pas de l'esclavage, parce que les travailleurs n'étaient pas réduits au statut de bien, mais ils devaient quand même travailler contre leur volonté, au risque de subir des sanctions très lourdes, comme se faire tuer ou encore pire, se faire mutiler vivant. Alors, on peut pas vraiment parler de génocide ici, car la définition même du terme ne correspond pas vraiment à ce qu'a fait Léopold II au Congo. Il n'y avait pas d'intention formelle d'exterminer un groupe ethnique, mais plutôt de le plier à sa volonté par la terreur et la souffrance. C'est allé tellement loin que cela a provoqué une assez large indignation au niveau mondial, ou plutôt européen, surtout après la diffusion des photos montrant des Congolais mutilés, alors qu'à la base, on est quand même au début des années 1900. Donc la colonisation et ses petites dérives, ça choque personne à cette époque. Enfin, normalement. Mais Léopold II y allait tellement loin que la pression diplomatique force la Belgique à reprendre officiellement le Congo, à Léopold II à partir de 1908, qui devient alors le Congo belge. Évidemment, le roi n'est absolument pas inquiété. Il meurt tranquillement un an après, et sa fortune acquise, notamment grâce à ce qui s'est fait au Congo, est directement réutilisée pour le développement du pays. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres du même style, car si on continue à descendre dans les siècles, on risque d'y voir des trucs qui, pour l'époque, étaient totalement normaux, mais qui aujourd'hui feraient péter un câble à une bonne partie des gens à peu près normaux. Et je pense que pour certains, vous savez déjà de quoi je parle. Bref, sur ce, je vous dis à plus.